Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire. La rupture semble désormais consommée entre l'Afrique et la CPI, la Cour pénale internationale. Plusieurs pays du continent ont en effet enclenché la procédure de retrait de la juridiction pénale internationale. Et dans notre émission de cette semaine, nous vous proposons de revenir sur les raisons réelles du mécontentement et la portée de ce retrait en cascade qui, selon plusieurs analystes, ne fait que commencer. Pour ce faire, trois invités. Avec moi, Vivien Romain Monango, vous êtes juriste et enseignant. Ouma Ba, vous êtes politologue, et Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, le 5e, paru le 20 octobre 2016, donc il y a seulement quelques jours. Il s'intitule « Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaria arabe libyenne ». Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Burundi, Afrique du Sud, Gambie, ils sont nombreux, les États africains, à tourner le dos désormais à la Cour pénale internationale. Mais que reproche-t-il concrètement à la juridiction pénale internationale? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction. Il nous fait la chronique d'un divorce annoncé. Il est signé Corinne Kamdem, commentaire Graziella Chakonte. Serait-ce le début de la fin pour la Cour pénale internationale? Après le Burundi et l'Afrique du Sud, la Gambie a également annoncé son retrait de la CPI ce mardi 24 octobre. Une décision qui constitue un revers personnel pour Fatou Bensouda, la procureure de la CPI de nationalité gambienne et ancienne ministre de la Justice du président Yahya Jammeh. À partir de ce jour, mardi 24 octobre, nous ne sommes plus membres de la CPI et avons entamé le processus prescrit par le statut fondateur pour nous en retirer. Cette décision est justifiée par le fait que la CPI est en fait la Cour pénale internationale caucasienne pour la poursuite et l'humiliation des personnes de couleur, plus particulièrement des Africains. En Afrique, la contestation gronde depuis longtemps. En 2014, la propagande africaine anti-CPI s'amplifie avec l'inculpation du président kényan Uhuru Kenyatta pour crimes contre l'humanité. Le 31 janvier 2016, à l'issue du 26e sommet de l'Union africaine, le président kényan a déposé une proposition pour un retrait collectif des pays africains de la Cour pénale internationale, adoptée par les pays membres. Pour l'heure, le Kenya n'a pas encore entamé la procédure légale pour officialiser son retrait de la CPI. À l'entame de la procédure de retraite de la CPI, il s'agissait de savoir si le Kenya allait se retirer ou non de la Cour pénale internationale. C'est sur cette question que devait se pencher le cabinet de délibération. Pour la suite de la procédure, nous avons besoin de cette délibération. C'est la décision de l'exécutif que nous attendons. Pour l'instant, seuls le Burundi et l'Afrique du Sud ont matérialisé leur volonté de quitter l'institution. Les deux pays ont en effet entamé la phase de procédure légale du retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. Le Burundi constate que la Cour pénale internationale est devenue un instrument de pression sur les gouvernements des pays pauvres ou un moyen de les déstabiliser. Le constat amer est que depuis la création de la Cour pénale internationale, seuls les ressortissants des pays africains ont été traduits devant la Cour comme si le reste du monde était à l'abri des crimes poursuivis devant elle. Et pour joindre l'acte à la parole, les autorités sud-africaines ont elles aussi déjà adressé la notification du retrait au bureau du secrétaire général de l'ONU. La notification de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale a été soumise au secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 127.1 du statut de Rome de la CPI. Le retrait entrera en vigueur après que le secrétaire général ait reçu la notification. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le ministre sénégalais de la Justice, Sidiki Kaba, qui préside l'Assemblée générale des États parties, préconisent le dialogue pour tenter d'arrêter l'hémorragie. Pas sûr, cependant, que cela suffise à stopper l'effet domino. Monsieur Mbeko,
On l'a vu, les causes varient d'un pays à un autre, mais l'effet reste le même, partir de la CPI. C'est l'ouverture d'une enquête préliminaire en avril 2016 au Burundi qui a déclenché le courroux du président Pierre Nkurunziza. Un courroux que vous comprenez? Je comprends, mais en fait, dans tous ces dossiers, il faut toujours comprendre. Moi, je veux parler en tant que géopoliticien. Donc, il y a un contexte politique dans ce pays qu'il faut comprendre d'abord. Alors, le Burundi, qui fait face à une déstabilisation venue du Rwanda, ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on attaque un gouvernement légalement établi. Alors, et l'autre aspect de la position burundaise est que depuis un moment, le Burundi se rend compte qu'il est sous pression des puissances occidentales. Et donc, tout ça, quand on voit la CPI s'interroger sur les crimes du Burundi. Et pour cause, il y a dans ce pays une crise politique exacerbée qui a conduit des centaines de milliers de Burundais à quitter le pays, mais aussi il y a plus de 400 morts selon l'ONU. La crise politique n'est pas le fait du gouvernement du Burundi, il faut le dire, parce que selon moi et selon les faits. Mais c'est du fait. Le fait est qu'on reproche au président Nkurunziza de briguer un troisième mandat, en violation de la constitution de son pays. Les accords d'Arusha, précisément. Exactement. Or, le problème, c'est que le président Nkurunziza, effectivement, a brigué un troisième mandat, mais c'est un deuxième mandat électif, comme le dit la constitution burundaise. Et c'est ce qu'on oublie, parce que quand le président Nkurunziza prend le pouvoir, c'est à la suite des accords d'Arusha. Il n'y avait pas d'élection. Il y a eu une première élection qu'il a gagnée. La CPI ne s'intéresse pas à la question politique. La CPI s'intéresse au respect des droits de l'homme. Alors, l'enquête préliminaire qui a été ouverte concerne justement les violations qui pourraient se relever de sa compétence. Est-ce que ça justifie un retrait de la CPI? Personnellement, je ne pense pas. Mais je suis pour le retrait par principe. Par principe, parce que c'est très facile de poursuivre un État qui fait face à des pressions occidentales. C'est beaucoup plus facile que de poursuivre un État qui est un État client des puissances occidentales. Dans cette région des Grands Lacs, on a un pays qui s'appelle le Rwanda, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Paul Kagame, qui a massacré des centaines de milliers de personnes. C'est documenté par les Nations Unies. Du président Paul Kagame. On n'a jamais entendu la CPI s'agiter. Il y a un rapport qui est sorti en 2010 de Nations Unies, le Mapping Report, qui parle des massacres des milliers de personnes. On n'a jamais vu la CPI s'agiter. On a juste constaté depuis un moment que la CPI s'intéresse à des États qui sont sous pression occidentale. Monsieur Amanangou, en Afrique du Sud, c'est plutôt l'opposition qui reproche au gouvernement de n'avoir pas respecté ses engagements internationaux en refusant d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir à l'occasion du sommet de l'Union africaine en juin 2015. Alors, ça justifie que l'Afrique du Sud se retire également du statut de Rome? Écoutez, moi, contrairement à M. Beko, je suis plutôt pour un maintien des États africains dans la CPI, pour différentes raisons. Mais pour évoquer le cas sud-africain, lorsque l'Afrique du Sud, comme les autres États africains qui ont ratifié le statut de Rome, il y a dans ce statut un article qui est fondé sur la coopération. C'est-à-dire que les États devraient coopérer avec la CPI pour permettre à l'instruction de prospérer. L'Afrique du Sud a signé. Alors, c'était pas Monsieur Zuma, mais c'était un autre président africain, encore plus célèbre. Et derrière, l'État étant une continuité, il revenait à l'Afrique du Sud de respecter les accords qu'il avait signés. Alors, si l'opposition sud-africaine condamne la position de Monsieur Zuma, c'est à juste titre. Lorsqu'on s'engage, on respecte les engagements. Alors, selon vous, vous pensez qu'on peut, en violation de l'immunité, arrêter un chef d'État en exercice qui participe à un sommet de l'organisation continentale? Alors, en violation de l'immunité, je vais vous dire, pour moi, il n'y a pas plus d'immunité que le respect des droits de l'homme. D'accord. Bon, c'est votre avis. Évidemment. Alors, donc, moi, je considère, c'est très simple, hein, je considère que déjà, lorsqu'on interpelle quelqu'un, c'est une interpellation pour l'ouverture d'une instruction. Ce n'est pas une arrestation. Donc, il n'y avait pas raison. Si M. Béchir ne se reproche le président Omar el-Béchir participait à un sommet de l'Union africaine. Oui, à mon sens. En tant que chef d'État. Bien sûr. Mais je trouve pas ça. Donc la police sud-africaine, selon vous, aurait pu naturellement l'arrêter et l'envoyer à la CPI. Évidemment. Si M. Béchir s'est déplacé en Afrique du Sud, c'est parce qu'il savait qu'il ne serait pas inquiété. Autrement, il ne serait pas allé. Demandez à M. Béchir d'aller aux États-Unis. Au travers notamment de l'exercice de l'immunité garanti par les conventions de Vienne. Non. Simplement. Il y a des dispositions qui prévoient. La CPI, mais vous savez, la CPI, les dispositions que vous évoquez sont justes. Mais en matière, pour ce qui est de la CPI, en matière de droits de l'homme, toutes les dérogations sont permises. En matière de respect des droits de l'homme. Alors,
Monsieur Ba, votre avis sur la question? Pierre Nkurunziza, le président Pierre Nkurunziza a raison de se retirer du statut de Rome. L'Afrique du Sud a bien fait de se retirer du statut de Rome. On ne peut pas répondre à une question aussi complexe, aussi sinueuse par un oui ou par un non. Oui. Je crois que c'est assez simplificateur. Il faudrait peut-être revenir au soubassement de ce courroux africain pour essayer de le comprendre. Et à partir de ce moment-là, inviter la communauté internationale, les Nations Unies, la CPI à se regarder devant la glace et à prendre en considération les préoccupations du continent africain. C'est un continent qui polarise à peu près 1 milliard d'individus, ce n'est pas rien, mais qui constate que les 6 bureaux, par exemple, extérieurs de la CPI sont établis en Afrique. Il y en a 2, par exemple, en RDC, un à Kinshasa, un autre à Bunia. On en a un autre au Kenya, notamment à Nairobi. Un 4e est établi à Abidjan, notamment en Côte d'Ivoire. Un 5e est à Kampala, en Ouganda. Et un 6e, n'est-ce pas, se situerait donc dans un autre pays africain. Donc tout cela pour dire tout simplement que effectivement, c'est en Bangui, en République centrafricaine, tout simplement pas au Mali. Donc pour dire que tout simplement, il y a une sorte d'image qui est donnée, qui peut-être est vraie ou fausse, je n'en sais absolument rien, qu'il y a une sorte de persécution de l'élite africaine, notamment gouvernante. Et ça, c'est inadmissible, pour 2 raisons. Même si les droits de l'homme sont sacrés, etc., l'Afrique a aussi des dispositions. Là où je vais me distancer de lui par rapport au cas, par exemple, Omar El-Béchir, qui n'a pas été retenu, par exemple, avant que vous continuiez, en Afrique du Sud. Pardonnez-moi, il y a la Ligue arabe, il y a l'Union africaine, il y a la Chine, il y a la Russie, qui ne reconnaissent pas le fait de pouvoir poursuivre par la CPI un président en exercice, conformément aux dispositions du droit international. Alors, je précise que la CPI a émis 2 mandats d'arrêt contre le président soudanais Omar El-Béchir, un en 2009 et un autre en 2010 pour crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Je précise également que le Burundi, puisqu'on parlait de ce pays, Madame Laurentine Kanyana, la ministre de la Justice, a remis cette semaine au bureau du secrétaire général de l'ONU la notification officielle du retrait de son pays de la CPI. Et puis il y a la Gambie, on l'a vu, le président Yahya Jammeh a décidé également de retirer son pays de la CPI. Il faut noter que c'est le pays d'origine de la procureure. Un revers personnel pour la procureure de la CPI? À la CPI, oui. On ne dit pas le droit, on fait de la politique. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Et j'ai bien dit ici que si vous observez bien, tous les chefs d'État, tous les pays où la CPI est intervenue, ce sont des pays qui sont aux prises, qui sont au cœur des grands enjeux mondiaux aujourd'hui. Le cas du Burundi, je vous ai parlé des tentatives de déstabilisation de ce pays, qui d'ailleurs le Burundi fait face à des pressions occidentales. Mais les puissances occidentales qui ne veulent pas du Burundi pour des questions géopolitiques, on sait que la Russie est là. Ce sont des questions géopolitiques. Vous avez le cas du Soudan. Oui. Il y a eu un des mandats qui repose le mandat sur le génocide. Oui. Je tiens à rappeler ici qu'il y a eu... Qui serait commis au Darfour. Exactement. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a eu une enquête des Nations Unies conduite par un juge de l'ONU qui s'appelle Antonio Cassese, le juge italien qui est d'ailleurs décédé, qui a mené une enquête sur place et qui avait dit qu'il n'y avait pas un génocide au Darfour. Donc on ne comprend pas comment le procureur du tribunal nous a parlé du crime de génocide. Vous avez un autre pays qui s'appelle la Libye, dont on n'a pas parlé, qui a été déstabilisé par l'OTAN. Il y a eu 3 mandats d'arrêt contre des proches du colonel Kadhafi, y compris le colonel Kadhafi lui-même. Moi j'ai discuté de ce dossier, parce que je parle ça dans mon livre, j'ai discuté de ce dossier avec quelqu'un dans le bureau du procureur. Je lui dis, mais est-ce que la Cour ne va pas continuer à mener ses enquêtes? La personne qui était en face de moi m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit, écoutez, Kadhafi est assassiné, c'est clos, le dossier est clos. C'est pour dire ceci, c'est qu'au niveau du droit international, c'est d'abord le rapport de force. Quand on parle des droits de l'homme, les droits de l'homme, c'est comme la Bible, on peut l'utiliser à plusieurs fins. Donc vous comprenez parfaitement que ces États décident de quitter la CPI. Par principe. Maintenant, il y a des arguments qui sont brandis que je ne partage pas. La Cour pénale internationale a ouvert aussi des enquêtes préliminaires dans de nombreux pays non africains, notamment en Ukraine, en Colombie, en Irak, en Géorgie, en Afghanistan et même en Palestine, qui a rejoint l'organisation en 2014, notamment concernant des crimes commis dans la bande de Gaza, qui pourraient relever de sa compétence. Donc ce n'est pas un argument qui suffit. On sait, en fait, quand on dit que la Cour a ouvert des dossiers, on sait très bien c'est pour apaiser les cœurs, la méfiance de plusieurs États. Mais les pays que vous avez cités,
Oui. Ce sont des pays qui sont au cœur des grands enjeux géopolitiques. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. Donc, vous prenez le cas de la bande de Gaza. Oui. Il y a un État qui s'appelle l'État d'Israël, qui agresse tous les jours les Palestiniens. Les rapports sur Israël, je crois, l'ONU est remplie. Les tiroirs de l'ONU sont remplis de dossiers sur les crimes d'Israël dans la bande de Gaza. Mon propos n'est pas, juste pour finir, mon propos n'est pas de dire qu'on va défendre aveuglement les chefs d'État africains. Mais je pense que par principe, quand on parle de justice, elle s'applique à tout le monde. Quand la justice s'applique aux faibles ou que quand les puissants exercent leur puissance en instrumentalisant la justice internationale, ça pose problème. Et sur ce point, je suis d'accord avec les chefs d'État africains. Mais qu'offrent-ils en retour? Là aussi, c'est une autre question. En retour, on reviendra sur cette question. Alors, monsieur Mwanangou, la question du caractère politique de cette juridiction ne vous cause pas problème? Si, on peut souligner les dysfonctionnements de la CPI. Je crois qu'on serait assez unanime sur cette question. Mais la CPI est-elle la seule juridiction internationale qui dysfonctionne? Croyez-vous que l'ONU fonctionne correctement? Depuis combien d'années on a demandé la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU? Effectivement, Kofi Annan a laissé un projet de réforme du Conseil de sécurité, notamment, avant de partir, et ça fera partie de l'une des préoccupations d'Antonio Guterres, l'ancien Premier ministre portugais, qui va prendre donc la succession de Ban Ki-moon en janvier 2017. Pour autant, je n'ai pas entendu un seul État africain vouloir partir de l'ONU. Ça reste une convention internationale, on peut la dénoncer. Le retrait est souverain, tout comme l'adhésion est souveraine. Personne ne veut partir de l'ONU. On a vu comment l'ONU prend des résolutions pour certains États et d'autres ferment complètement les yeux. Toujours pour des raisons politiciennes, comme l'évoquait M. Beko. Pour autant, je n'ai vu et entendu aucun État africain vouloir partir. C'est vrai que plusieurs spécialistes disent que si on s'attend à ce que la CPI inculpe des Israéliens, notamment pour des crimes commis dans la bande de Gaza, ou des Américains pour des crimes commis en Irak ou en Afghanistan, on va attendre longtemps, ça ne se fera jamais. Donc, du coup, ça apporte de l'eau au moulin à ces pays africains qui veulent partir, qui pensent, on l'a vu dans l'élément, qui pensent que cette cour est finalement pour les Africains. Monsieur Togbé, ce que je veux dire, ce que je vais souligner, c'est que lorsqu'on sait comment fonctionne la justice, même pas la justice internationale, même la justice dans des pays, même les pays présumés démocratiques comme la France, comme le Canada, eh ben vous avez toujours un jeu de rôle. Mais je rappelle l'article 66 des statuts de la Cour de la CPI de Rome, la présomption d'innocence existe. Ce n'est pas parce qu'on a ouvert une instruction, même suite à des allégations, qui peuvent être mensongères, que la personne sera in fine condamnée. Comment il s'appelle? Mathieu Gonjolo a bien été relaxé. Il était à la CPI, ce Congolais, il a été relaxé. Oui, dans le même temps, on a vu, les juges de la CPI ont demandé au bureau de procureur d'apporter des preuves additionnelles dans le dossier Gbagbo sans pour autant le relâcher. Oui, bien entendu. Mais après, c'est la défense. C'est un peu limite, quand même. Après, c'est la défense. Ça peut se défendre. Ça peut se défendre. La procédure n'était pas irrégulière. Ce que je vais dire, pour finir, on ne peut pas simplement dénoncer une convention, rappelant que la CPI est une justice complémentaire. Elle est complémentaire. C'est notamment le principe de subsidiarité. Exactement. Ça veut dire que si les États faisaient leur travail judiciaire correctement pour garantir le respect des droits de l'homme, on aurait un véritable argument. Pensez-vous que c'est le cas en Afrique aujourd'hui? Écoutez, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Politica, votre rendez-vous politique hebdomadaire. À tout de suite.